Que quand on peut être dans des réseaux, on dit à ma marque, elle cartonne, elle fait 300, 400 000 euros. Je dis pas que 300, 400 000 euros, c'est pas bien. Je dis juste que ce qu'on va rechercher, c'est les boîtes qui vont être rentables et qui vont dépasser les 15, 20, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Salut Vincent, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à nouveau sur le podcast, que tu fais partie des premiers invités que j'ai eu, je pense, il y a 2 ans, un truc comme ça. Salut Danilo, merci beaucoup de me réinviter. Avec plaisir. Comment ça se passe en ce moment? Bah écoute, tout va bien, hein, tout va bien, le business se développe, l'équipe grandit et on continue, donc on ne lâche rien. J'ai vu que vous êtes pas mal bien structuré en 2022. Vous avez changé, vous avez ajouté des filiales, si j'ai bien compris. Oui. Factory, Stratégie, plus le club, si j'ai bien compris. C'est ces 3 filiales-là que tu as aujourd'hui. Après, je pense que tu vas pouvoir présenter à nouveau le groupe, mais concrètement, c'est ce que j'ai vu qui a changé en 2022 par rapport aux années précédentes. Bah en fait, ça a été officialisé vraiment en 2022, mais en fait, ça a été tout le travail de 2021. Vraiment, tout le travail de 2021 a été de tester les offres, de recruter les bons collaborateurs seniors pour que justement il y ait une cohérence globale pour lancer ça et actionner. Donc en fait, oui, effectivement, tout ça s'est matérialisé en 2022, mais vraiment, le gros travail a été fait en 2021. D'accord. Et pour recontextualiser, tu peux nous parler un peu du groupe en lui-même, du Digital Native Group, avant qu'on aborde un peu vos clients, comment est-ce que vous voyez les choses avec eux? Bien sûr, mais écoute, moi pour me présenter, je suis Vincent Redrado, je suis le fondateur et président de Digital Native Group. On s'est créé en 2019 et en fait on est un cabinet de stratégie et d'opérations spécialisé des secteurs B2C, donc ça va être le fashion, la cosmétique, le sport, par exemple la food. Et en fait on accompagne nos clients sur plusieurs leviers, à la fois des leviers stratégiques, donc d'innovation, de plan d'accélération, de road to market. Et là, on peut accompagner des jeunes boîtes, mais principalement des ETI, des corporates et aussi des fonds d'investissement dans leur analyse financière. Et après, on a toute une brique opération, où là, justement, nous accompagnons de manière opérationnelle des clients, à la fois via de la direction e-commerce à temps partagé, via de la création d'expériences digitales. Donc en fait, c'est vraiment cet alliage des deux en conseil, stratégie, opération qui est assez singulière. C'est que les strates que l'on met en place, que l'on propose généralement à 80%, elles sont mis en place derrière par nos équipes. Et tout ce beau monde vit grâce à un très bel écosystème que l'on a créé, qui est le Digital Native Club, qui regroupe aujourd'hui près de 600 décideurs de marques consumer, avec des partenaires qui accompagnent la croissance de ces marques. Et donc, nous sommes aujourd'hui près de 40 collaborateurs dans la société. Ok, c'est quand même pas mal, c'est une belle croissance. Je pense que quand tu t'étais présenté il y a 2 ans, c'était plutôt comme le fondateur d'un cabinet de conseil pour les DNVB. Aujourd'hui, tu parles plus du tout de DNVB. Enfin, c'est un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui parce que je pense que le terme DNVB, il était très à la mode. Il l'est toujours aujourd'hui, mais il tend à évoluer parce qu'on sait tous que être une marque 100% en ligne, c'est un peu plus compliqué. Et je pense que c'est un discours que tu avais il y a 2 ans. Et aujourd'hui, comme tu le dis, vous accompagnez des marques direct to consumer, si je peux résumer, donc qui s'adressent directement au consommateur final dans leur stratégie de développement digital. Et donc au départ, si je reviens là-dessus, vous faisiez que du conseil et maintenant vous faites également de l'opérationnel. Peut-être une question subsidiaire avant de passer à la suite, c'est euh, quand tu dis que vous mettez un directeur e-commerce à temps partiel, qu'est-ce que cette personne vient faire au sein de l'entreprise? Mais en fait, ça va dépendre des besoins, on va dire, de l'entreprise, bien évidemment, parce que nous, notre priorité, c'est toujours partir du besoin client et en fonction de ça, essayer de trouver à la fois la bonne méthode, la bonne approche et les collaborateurs qui correspondent au mieux, à la fois en termes d'expérience sectorielle, mais aussi en termes de compétences et d'expertise. Et en fait, le directeur e-commerce, la plupart du temps, comme son nom l'indique, c'est en fait de diriger l'e-commerce. Et donc, Ouais. on va avoir plusieurs cas. Soit on va avoir des boîtes très structurées et on est là presque en manager de transition. Quelqu'un part en congé maternité ou paternité, ils ont envie de recruter un collaborateur mais ils ne le trouvent pas. Enfin, tu vois, vraiment en management de transition. Ou alors, on peut être aussi là quand l'équipe se structure et qui a besoin d'un directeur mais qui n'a pas besoin d'un directeur à temps plein. Ok. Et donc, en fait, nous, notre travail, généralement, c'est d'abord d'analyser ce qui marche ou ce qui marche pas, de structurer très rapidement les outils d'analyse et les actions qui vont générer plus de business. Et on y reviendra très certainement après, mais chez Ouais. DNVB, on se concentre principalement sur les fondations d'un business e-commerce, qui sont la conversion, la rétention, le panier moyen, le modèle économique. Et puis après, très souvent, on aide à structurer, à recruter l'équipe pour justement que la boîte se développe. Donc en fait c'est très adaptable, mais vraiment ce travail et cette mission est là pour être au quotidien et faire plus de business. Donc c'est vraiment hands-on pour accompagner les sociétés à se développer.
Ok, je comprends. Tu as une idée un peu du profil des marques quand elles recherchent un directeur e-commerce à temps partiel? Parce que j'ai remarqué qu'il y en a qui sont 20, ils sont pas directeurs e-commerce, il y en a d'autres qui sont 5 ou 10 et ils en ont un. Mais en fait, je pense que c'est assez, c'est très dépendant du profil des dirigeants et des fondateurs. Ouais. C'est-à-dire que tu en as qui créent une boîte et une marque en étant experts de l'e-commerce eux-mêmes. Donc c'est un sujet qu'ils vont garder très longtemps et ils vont prendre des personnes juniors sur des tâches très opérationnelles et mais dans la partie strat, la partie pilotage, ils vont la garder. Et à l'inverse, t'en as qui sont plus sur le produit, sur la com et du coup sur les réseaux et donc ils vont moins maîtriser ça. Et pourtant c'est leur cœur de réacteur. Donc ils vont recruter quelqu'un à temps partagé là-dessus. Ouais, je comprends totalement. Bah, merci pour la réponse, c'était ça que je voulais savoir. Et si on revient sur ce que je te disais par rapport au DNVB, comment tu les as vu évoluer ces dernières années, sachant qu'aujourd'hui, tu fais partie des personnes qui considèrent que ce terme est un peu comment dire, c'est pas qu'il n'existe plus, mais il est plus totalement réaliste. Mais en fait, ce terme, comment te dire? Nous, on l'utilise de moins en moins pour plusieurs raisons. Euh, Tout d'abord, dans le terme Digital Native Vertical Brand, qui représente les marques comme Cézanne, Teddy Bear, Co., en fait, ce sont des marques qui se lançaient historiquement exclusivement sur le digital et qui réussissaient exclusivement sur le digital. Ce qui, en fait, n'existe pratiquement plus. C'est extrêmement rare de voir une marque réussir exclusivement au digital sur les 2 dernières années. Ouais. Toutes les marques aujourd'hui, nous, que l'on voit vraiment cartonner, et quand on dit cartonner, et je dis bien, je fais attention à ce mot, parce que quand on peut être dans des réseaux, on dit, ah, ma marque, elle cartonne, elle fait 300, 400 000 euros, je dis pas que 300, 400 000 euros, c'est pas bien. Je dis juste que nous, ce qu'on va rechercher, c'est les boîtes qui vont être rentables et qui vont dépasser les 15, 20, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, on ne voit aucune boîte qui dépasse ces montants-là de chiffre d'affaires et qui y arrive, même maintenant, sans avoir une omnicanalité presque dès le début. Ok. Aucune de ces marques qui arrivent à s'internationaliser de manière forte sont pareilles omnicanalité. Donc en fait, nous, ce qu'on utilise et très souvent en interne, c'est que ce DNVB, Digital Native Vertical Brand, finalement, on le transforme par Data Native Vertical Brand. C'est-à-dire qu'en fait, ce côté digital, lancer un Shopify, lancer son site e-commerce, globalement, ça prend une demi-journée. C'est pas là où il y a une différenciation. Là où il y a une différenciation, c'est comment on arrive tout le temps à être en direct. Et donc, tu vois, plutôt que digital, c'est data, c'est direct. C'est comment on a un lien avec le client, comment on arrive à avoir un poids de business direct par son réseau propre, par son e-commerce, qui est plus important que l'omnicanalité, qui nous permet d'avoir une data plus forte et donc, du coup, d'être plus proche du consommateur et potentiellement d'être plus performant. Et donc, c'est là-dessus qu'en fait, la différence, elle est pas sur le fait d'être digital parce que finalement, nous, en ayant accompagné des marques historiques et des DNVB, ce que l'on voit, c'est que les modèles convergent. Il n'y a plus le groupe historique d'un côté, la DNVB de l'autre. Le groupe historique qui se développait en retail et un poids e-commerce qui dépasse maintenant les 25-30% pour ceux qui travaillent bien. Et les DNVB qui étaient 100% e-commerce sont maintenant en retail à 30, 50-50. 40, 50% aussi. Et donc, Oui. en fait, les modèles convergent, même si les boîtes historiques vont avoir plus de retail et de wholesale que d'e-commerce et les DNVB plus d'e-commerce que de retail. Mais à la fin des fins, elles ont les mêmes enjeux, elles ont les mêmes problématiques. C'est juste que les DNVB sont plus agiles parce que plus jeune boîte, moins de legacy et avec une culture différente. Mais ce qui va les différencier, ce n'est clairement pas le caractère et le critère digital. Ok, j'ai bien compris. Et c'est vrai que c'est peut-être ça que tu as dû remarquer avec tes clients ces dernières années, c'est que tu as des grands groupes qui t'appellent pour créer peut-être pas des DNVB, mais en tout cas pour se digitaliser. Et à l'inverse, je suppose que tu as des DNVB qui t'appellent pour partir sur les canaux physiques. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et de plus en plus, pourquoi? Parce qu'en fait, quand ton mindset et toute ta culture de boîte et toutes les compétences que tu as en interne sont comment j'améliore mon coût d'acquisition, comment j'améliore ma LTV, comment j'améliore ma conversion. Mais en fait, même si c'est finalement les mêmes KPI à la fin quand tu es dans le retail, il faut que j'ai plus de trafic, que j'arrive à mieux convertir, que j'arrive à avoir le meilleur panier moyen et qu'ils reviennent. Ben, les actions à mettre en place n'ont rien à voir. Les investissements n'ont rien à voir. En digital, c'est principalement des investissements variables. En physique, c'est principalement des investissements immobiliers et fixes. Ouais. Donc en fait, le modèle économique n'est pas le même, le moyen de les financer n'est pas le même, et pourtant ce sont les mêmes clients à la fin. Et donc nous, en fait, le focus que l'on a, on ne le fait pas sur les compétences au départ, on le fait sur mais où est-ce que sont tes clients. Et aujourd'hui, les clients, en fonction des marques, peuvent être à la fois en marketplace, peuvent être sur Amazon, peuvent être en e-retail, peuvent être sur des distributeurs physiques, peuvent être en boutique en propre, peuvent être sur leur propre e-shop, enfin, peuvent être partout, quoi. Oui. Et donc, en fait, tout ça complexifie forcément la lecture, mais en même temps, ça fait partie des clés suisses aujourd'hui. Ok, je comprends. Je voulais te poser une question sur les DNVB, enfin les DNVB Data et Native Vertical Brands. C'est quoi pour vous la fondation financière stable enfin pas stable, j'arrive pas à trouver une bonne fondation financière pour une marque comme celle-ci?
C'est-à-dire au niveau des KPI à mesurer, les trucs qui Ah ben, vont être en termes de panier moyen. Enfin, tu as quelques KPI qui sont très simples. Les paniers moyens et la conversion, je vais pas en parler parce qu'ils sont extrêmement variables en fonction c'est justement. vrai. Tu vois, plus tu as un panier moyen élevé, plus tu as un taux de conversion bas et plus tu as et tu vois, et en fonction des catégories, quand on parlait de panier moyen entre la cosmétique Ça n'a rien à et les voir, ouais. prix, ça n'a rien à voir. Donc en fait, j'ai pas parlé de ces KPI. Ce que j'ai parlé, c'est un du modèle économique et après de la lifetime value. Le modèle économique, c'est très clair, c'est assez basique, même s'il y a des différences par catégorie, mais globalement, il faut avoir une marge brute qui est supérieure à 75%. Donc, c'est-à-dire, Ok, j'achète mon produit, il est livré chez mon logisticien et je le vends, mais déjà, je suis à plus de 75%. ok. Donc, tu as 25% de coût pour fabriquer le produit et l'envoyer. Qu'on appelle de cost of goods sold, de COGS. Ouais, Donc, ça, tu as 25 points. ok. Deuxièmement, après, tu as tous tes coûts variables hors marketing. Ça veut dire quoi? C'est les coûts de ton CMS, les coûts de paiement, les coûts de livraison, les coûts de stockage, les coûts de retour, les coûts de discount. Et là, tu arrives à ce Ok. qu'on appelle à une marge contributive 1, qui doit être supérieure à 55%. D'accord, 50, 55%. Ok, 55%. Donc en gros, si tu vois, en gros, ça doit te coûter 20 points, quoi, globalement. ok, compris. Et si tu veux travailler à l'intérieur de ça, c'est quoi? C'est ta logistique, ton shipping, tes retours, c'est 15 points. Tout ce qui est paiement, CMS, c'est 3-4 points. Et le discount, par contre, peut être très variable. Tu as des marques qui ont beaucoup de discount et d'autres qui n'en ont pas. Donc, tu as une variabilité là-dessus. Et après, tu as ce qu'on appelle les coûts marketing traqués. Et donc, je ne mets pas dedans la communication de télé, je ne mets pas dedans là, une agence de prêt. Je mets vraiment ton social Facebook. ads, ton SEO, ton SEA, pas ton SEO, pardon, ton SEA, ton social ads, par exemple, ton affiliation, etc. Et là, tu dois mettre entre 20 et 30 points dessus. C'est vrai, c'est connu. C'est généralement, tu dépasses pas 20-30% Ouais, c'est là, de 20, ton 20, chiffre 30 points de d'affaires. COS en fait qui est mis là-dessus et donc du coup tu arrives à une marge contributive 2 si tu suis ce calcul qui en fait va osciller entre 20 et 30%. Et donc en fait c'est ça le bon modèle. C'est D'accord, ça le bon c'est ce modèle. que j'allais te dire. C'est ça, c'est plus ou moins 20-30% à la fin. Par contre, on est d'accord que les salaires, hein, je pense qu'on a parlé rapidement, c'est dans les Tous les coûts OPEX. fixes, je ne mets pas les salaires, je ne mets pas les bureaux, je ne mets pas tant d'âge, je ne mets pas tant d'experts comptables, tout ça je ne le mets pas. Là c'est juste les modèles on va dire variables, c'est-à-dire là tu as payé t'as payé tes produits, tu as payé tous les coûts variables que tu devais même sans marketing, tu as payé ton marketing, il te reste ça. Ok. D'accord, Et ouais, ok, ça ok. c'est la règle d'or. Tous ceux qui ne le respectent pas, généralement, n'ont pas l'essence suffisante, donc le cash suffisant et la rentabilité suffisante par vente pour aller finalement se financer, se développer. Et on va même plus loin. Tu as même certains fonds comme L. Catterton qui disent qu'en dessous de 80-85% de marge brute, ils ne regardent pas. Ok, Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut pourquoi le 75%? Parce qu'en fait déjà, je t'ai fait le PNL e-commerce. Tu ouais, arrives à 20-25% à la fin, ok? Hors ok. coût fixe. Hors coût fixe. Hors Cofix, attention, hors Cofix, ouais. Tu as un distributeur qui va te vendre ton produit, il va prendre entre 45 et 55%. C'est Donc toi, énorme. si t'es pas à 75%, déjà il te reste plus rien. Et si tu as après, tu vas à l'international, tu as un distributeur, ce distributeur va prendre entre 10 et 15%. Donc en fait, pareil, si tu n'es pas à 75%, mais il te reste vraiment rien, rien, rien. Et donc c'est pour ça que L. Catterton dit, qui est un gros fonds consumer, hein, c'est APC, c'est Bash, Oui, c'est Jot, enfin tu vois, c'est des mecs qui ont vraiment des gros business B2C. Mais en fait, ils te disent tous, mais à la fin, si tu n'as pas ce niveau de marge, en fait, tu es capé dans ta croissance internationale parce que mais quand tu prends la marge distributeur, que tu prends les douanes, que tu prends les différents niveaux de devise, que tu prends ton revendeur sur place et que tu prends tes coûts à toi, de marketing, etc., ben en fait, à la fin, il te reste rien. je Et donc, faire comprends. des produits en perdant de l'argent, mais tu le fais pas, donc tu n'as pas de croissance. Donc, tu as un palier de croissance. Et donc, c'est pour ça que très naturellement, en fait, en dessous de 75%, tu n'existes pas. Ou en tout cas, tu as un palier de croissance très bas. C'est un palier de croissance Et, très bas, mais il y a et peut-être une je autre dis question. pas que c'est pas bien. T'as as des entrepreneurs qui sont très heureux d'avoir une boîte à 1 million, 1 million 2, 5 enfin, et je ne porte aucun jugement là-dessus. Mais par contre, d'un point de vue conseil et d'accompagner des fonds d'investissement sur ces logiques, tu n'as pas ça, tu as un plafond de verre de croissance. T'as un plafond de verre, ok. Et si on prend c'était ça dans ma question aussi, c'est la récurrence. À quel moment tu trouves que c'est pas une bonne chose si t'as un taux de récurrence, je sais pas, inférieur à X%? Ben, en fait, tu vois, pareil, je vais pas te le traiter de la même manière parce que quand tu achètes de la lessive, quand tu Vraiment, achètes un ouais. matelas, pareil, ton taux de récurrence n'est pas le même. Et du coup, c'est pour ça que moi, ce que je regarde, c'est ces niveaux de modèle économique. Et après, bien évidemment, tous les KPI de conversion de panier moyen, je les regarde plutôt par catégorie. Ok, Par je contre, comprends. un ratio qui est généraliste, c'est le ratio LTV sur CAC. Alors, c'est quoi LTV sur CAC? Lifetime Value. Oui, Lifetime value, c'est en fait le chiffre d'affaires cumulé de ton client sur la durée de sa vie. Donc ça veut dire quoi? C'est panier moyen par commande fois le nombre de commandes et tu arrives à un chiffre d'affaires cumulé. Donc du coup, et ça tu peux le faire sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois, 36 mois. D'habitude, on remonte jusqu'à 36 mois pour voir ok. combien un client sur la durée fait de commandes et a dépensé en chiffre d'affaires.
Ok, Et ça, tu le divises par ton coût d'acquisition du premier achat. compris. En fait, nous, la manière de Oui, le calculer NCAC. l'acquisition, on part du principe que le repeat est gratuit. Parce que si on commence en fait à mettre une répartition, généralement on se plante. Donc on dit que tout le budget que tu mets, il est pour les nouveaux et les anciens ne coûtent rien. Je comprends, ouais. Sinon, en fait, Ben, nous, on appelle ça on le rentre des NCAC. règles d'attribution qui sont foireuses. Il y a personne qui sait bien le faire, donc ça sert à rien. On le fait pas. On fait simple. Donc ça gonfle le CAC. Mais par contre, tes repeats te coûtent rien. Donc en fait, on CAC il est plus grossi, mais on CPO, donc cost par order, en fait, il est plus bas. Donc c'est toujours c'est un Oui, équilibre. Et donc du coup, ce qu'on dit, c'est que ce ratio LTV sur CAC à 12 mois doit être supérieur à 3. super à 3. Ok, super intéressant. Ouais, donc pour toi, le CAC, c'est le nombre de nouveaux clients sur un mois divisé par les dépenses totales en publicité. Ouais, ouais, tout à fait. Donc ouais, on appelle Donc, ça le c'est-à-dire NCAC, quoi j'en entends beaucoup Tu parler. dois, par rapport à ton chiffre d'affaires, générer, par rapport à ton coût d'acquisition, mais générer minimum 3 fois plus de chiffre d'affaires que ce que t'as coûté ton coût d'acquisition. Et donc, on revient sur le ratio de 75%. Si tu n'es pas minimum à 75%, ben, en fait, il te reste rien à la fin. Donc, c'est ça, en fait. Trop intéressant. On retombe toujours sur nos petits. Ok, top. Écoute, je voulais revenir sur autre chose qui s'est passé chez vous, c'est votre étude. Donc, vous avez lancé 2 études, on va dire. La première, c'est le baromètre des DNVB en 2023. Il y a des conclusions qui étaient intéressantes. Est-ce que tu peux nous les résumer et peut-être nous dire un peu ce que vous avez appris au travers de cette étude-là, que je trouvais intéressante? Mais en fait, effectivement, on a tendance chez DNG à tous les mois régulièrement sortir de nouvelles études. Donc, on a sorti le baromètre qui reprend en fait tous les KPI majeurs des boîtes digitales émergentes. On a sorti le panorama qui classe toutes les marques qui sont digitales. Et là, d'ailleurs, on sort quelques jours avant cet enregistrement le top 50 des marques cosmétiques en Europe. Donc, en fait, effectivement, on essaie tous les mois, 2 mois, de sortir des contenus de ce type. Et en fait, Ouais. pour le baromètre spécifiquement, il en ressort plusieurs choses. En fait, euh, pour parler des chiffres macro qui sont les plus importants, déjà, les montants de levée de fonds ont baissé. C'est-à-dire que les boîtes ont en moyenne levé 20-30% de moins que l'an dernier. On voit aussi que les coûts d'acquisition ont augmenté et que du coup, Oui, j'ai vu. les montants d'investissement ont été mieux répartis. C'est-à-dire qu'avant, tu avais une dépendance d'à 90% presque en social ads, alors que là, nous sommes sur des choses beaucoup plus cohérentes, ou en tout cas le SEO et l'accès direct a repris une part forte. En fait, ça veut dire quoi? Et c'est pareil, le retail et le wholesale prend une part plus importante sur l'e-commerce. En fait, ça veut dire quoi? C'est, en fait, nous on le dit depuis 4 ans, mais c'est normal que ça. En fait, il faut toujours pareil. C'est quand tu es entrepreneur, tu dois te prendre un mur et te dire ah maintenant j'ai plus le choix, comment j'avance. T'apprends de tes erreurs et en fait c'est la même chose là-dessus, c'est que ces boîtes sont arrivées à un stade où je vais être super dur, mais en fait pendant un moment, 2015 à 2018-2019, c'était facile. Oui. Franchement, tu étais bon sur Facebook Ads, tu pouvais être un bon geek, c'était facile. Et moi qui viens de l'e-commerce depuis 2006-2007, ben en fait jusqu'à 2013-2014, c'était pas facile de faire de l'e-commerce, c'était super dur, fallait être bon en SEO, en SIA, en affiliation, fallait être bon partout. Et là en fait, t'avais plein de gens qui avaient des sites pas ouf, des produits pas ouf, mais comme c'était facile et s'ils étaient bons là-dessus, en influence qui coûtait pas grand-chose, en social ads qui coûtait pas grand-chose, ben en fait, ils arrivaient à faire des 5-10 millions très très vite. Et en fait, c'est redevenu normal. C'est pas devenu compliqué. C'est redevenu normal. Bienvenue normal, ouais. Et donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut travailler sur le long terme. Et c'est pas parce que tu ouvres un site que tu balances du budget que ça fonctionne. Donc, on revient sur avoir des fondations solides. Et c'est quoi des fondations solides en e-commerce? C'est avoir une répartition de trafic équilibrée. Donc, tu dois pas être à 80-90% de paid. Tu dois obligatoirement être pas plus de 50-60%. Le reste, c'est de l'organique. Donc, tu dois travailler ton SEO, ta marque. Tu dois avoir un taux de conversion de fou. Tu dois avoir un panier moyen de plus en plus important. Et tu Oui. dois aussi avoir un réachat qui est très fort. Et donc, pour avoir tout ça, il faut avoir un super produit, une super marque, un super storytelling, etc., etc. Et donc, Donc on revient à la marque, ouais. on revient sur des choses méga, méga basiques, en fait. Tu vois. Fondamental. C'est Euh, clair. Attends, je regarde quelques chiffres que vous aviez. Donc, je pense que vous aviez dit que 23% ont comme principal source d'acquisition un canal organique. Et dans les DNVB analysés, tu en as un peu plus de 500 ou 600, si je dis pas de bêtises. Ouais, Donc, on a ça un peu montre plus de quand même 500. que. Donc là, en fait, c'est les membres du club qui ont répondu. Et donc, du coup, tu vois, c'est une donnée super chaude qui est méga valable, tu vois. Tu vois, et c'est vraiment flagrant de voir ça, en fait. De voir que ce n'est pas devenu dur. C'est devenu normal. En fait, c'est redevenu normal. Et attention, on voit d'autres gars qui maintenant arrivent à craquer TikTok.
En fait, il y a toujours quelque chose de plus, quelque Il chose y aura de toujours quelque chose de plus à craquer, il ouais, y a c'est ça. il y a toujours une nouveauté, il y a toujours quelque chose de différent, tu vois. Et donc du coup, c'est ça qui est super, qui est super intéressant. Mais oui, effectivement, désolé, je branche mon PC. Euh, Ouais, pas de souci. Effectivement, tu as effectivement cette problématique que quand ton modèle était basé à 90% sur du social paid, que tu n'avais pas lancé l'omnicanalité, que tu n'avais pas assez de marge, que tu avais des fondations e-commerce pas suffisamment robustes, ben en fait là c'est compliqué. Et tu vois, nous on voit plein de gens nous dire mais c'est dur pour les DNVB, c'est dur pour les DNVB, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est dur pour les DNVB, mais pas que, c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour la GMS, enfin à part les cabinets de conseil qui sont spécialisés dans les offboarding et les restructuring, je pense que c'est compliqué pour tout le monde, tu vois. Et donc du coup, globalement, c'est pas plus compliqué pour les DNVB que les autres. Et à l'inverse, je vois des DNVB vers des croissances à 3 chiffres. Et pas 200 000 à 200 000, des croissances de 30 millions à 60 millions. Et tout ça d'un ensemble Marge, omnicanalité, international, super branding, super exécution, e-commerce super fort. Enfin, bon train de marché. Tu as des marchés qui sont foireux, qui sont décroissance. Tu en as qui sont en croissance. Enfin, tu as plein de facteurs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est redevenu extrêmement compliqué. Et est-ce que tu vois encore des dropshippers exister sur Instagram et Facebook? Non. non, quasiment plus. Ben voilà, ben c'est pas pour rien. C'est parce Parce que que ça coûte trop cher et parce que les gens ont capté que si la marque elle est un peu défaillante, t'as pas trop confiance, t'achètes pas parce que tu sais que tu pourrais te faire arnaquer. Donc il y a aussi ce sujet de marque qui est hyper important. Il y a un autre truc, c'est le profil des consommateurs. Est-ce que tu as des informations là-dessus sur le consommateur un peu typique d'une DNVB? Je pense que c'était quelque chose qui était un peu évoqué dans le baromètre, mais je Ouais, suppose t'as que tu raison. En as fait, d'autres infos. t'as raison. En fait, le consommateur typique d'une DNVB, globalement, il est assez variable, mais c'est quand même une femme, généralement, qui a autour de 35 ans, qui est quand même CSP+, et citadine. Mais tu vois, mais même si tu parles de ça, j'ai envie de dire, l'exemple type de ça, c'est que la DNVB doit sortir et c'est pour ça qu'on en parle de nous de moins en moins. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la marque D2C, les marques émergentes au sens large, et pas tant qu'elles soient digitales, une fois plus. C'est parce que, en fait, ce qui est pertinent, c'est que tu as beaucoup de marques émergentes qui ne vont chercher que la génération 25-35 ans. Mais tu as des sujets passionnants à aller chercher sur les 40 et plus et sur les seniors. Tu as des sujets passionnants à aller chercher sur la Gen Z. Enfin, tu as plein de choses à faire, quoi. Et donc, du coup, euh, on a trop souvent identifié ces nouvelles marques émergentes comme les marques bobo. Oui, et femmes 20-35 ou oui. 35, Citadine, CSP+, Marais, dans Paris, etc. Alors qu'en fait, celle qui marche souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent le plus, c'est les marques que j'appelle un peu plus universelles. C'est-à-dire, c'est des marques qui parlent à plus de gens, tu vois, typiquement, il y a certaines marques qui ont 70-80% de leur clientèle en province, et pas du tout un 50-50 à Paris. Et donc, du coup, c'est des marques qui ont un meilleur équilibre, qui ont un meilleur maillage, et qui, du coup, en distribution physique, aussi, sont un peu plus facilement revendables ailleurs. Ouais, je comprends. Bah, il y a une marque qui me fait penser à ça, mais qui sont pas très présents au physique, c'est La Fourche. Oui, ils ciblent beaucoup des gens en province. Ouais, tout à Je fait. les- Mais en fait, tu t'aperçois que tu as de plus en plus de marques qui le font. C'est juste qu'au début, c'est pas forcément quelque chose qui était vu ou qui À la était mode. comme ça. Ouais. Mais en fait, c'est super important. Ouais. Tu parles pas beaucoup des cosmétiques en ce moment. Et c'est vrai que j'ai lu un article de votre blog qui parlait de ce secteur-là comme un secteur qui est encore bien en croissance. Est-ce que tu vois est-ce que vous voyez d'autres secteurs qui ont du potentiel, à la fois au niveau croissance, développement, produit, mais aussi au niveau de certaines cibles qui sont pas trop adressées en ce moment? En fait, tu n'as plus, je trouve. Tu vois, il y a encore quelques années, mais il y a 5-6 ans, tu avais des catégories très peu attaquées. Le pet food n'était pas attaqué, la sexual wellness n'était pas attaquée, le complément alimentaire était très peu attaqué. Et maintenant, c'est la guerre. L'hygiène de la maison n'était pas attaquée avec les lessives, etc. Les couches n'étaient pas attaquées. En fait, tu avais plein de catégories qui n'étaient pas attaquées. Aujourd'hui, Oui. tu en as très peu qui ne le sont pas. En Mhm. revanche, tu as des sous-catégories ou des sous-segments qui ont des croissances super intéressantes. Je te donne Ouais. 2-3 exemples. Tu vois, par exemple, dans la cosmétique, tu as notamment la marque Les Secrets Loli, qui est une marque pour cheveux texturés, crépus. Mais tu vois, ce segment de marché-là, il fait 25-35% par an de croissance. Donc, en fait, de base, C'est c'est énorme, pas ouais. mauvais, c'est 25-30% de croissance par an. Les gummies, par exemple, les compléments alimentaires sous forme de bonbons,
c'est plus de 100% de croissance par an. Alors c'est un petit Et la seule marque qui est connue pour ça, c'est Mium Lab, hein, c'est en fait, les miraculeux. t'en as plein d'autres qui le font, mais effectivement, t'as Mium Ouais. Lab qui est la plus connue, qui communique le plus dessus, mais t'as aussi d'autres marques dessus. Mais vraiment, c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est quelles sont les croissances sur des niches de marché sur lesquelles vous allez pouvoir être porté sur le marché, vous différencier. Et une fois que vous serez bon et différencié là-dedans, dans cette catégorie, vous pourrez vous étendre en largeur. Mais d'abord, Ouais. en fait, se développer en profondeur et Ouais. d'avoir une sous-catégorie qui a une super traction. Tu vois, par exemple, aller dans une catégorie comme la lingerie. La lingerie fait rêver plein de fondateurs, de fondatrices, parce que C'est en fait, récurrent, marge élevée, tu pars du papier, sur le papier, c'est récurrent, c'est marge beau, ça élevée. donne envie. Ok, mais c'est l'un des pires secteurs du monde. Il y a zéro croissance. En fait, quand tu creuses le marché, en fait, les plus gros vendeurs, c'est Carrefour, Leclerc. C'est pas Princess Tam Tam, hein, c'est Carrefour, Leclerc. Donc ça te donne le positionnement de l'eau. En fait, le produit qui est vu sexy, émotionnel, en fait, c'est un produit d'utilité en grande majorité. Deuxièmement, il n'y a pas pire pour les fournisseurs, il n'y a pas pire pour la prod. Enfin, en fait, et donc du coup, c'est ça qu'il faut aller chercher. Et d'ailleurs, c'est ceux qui ont réussi pendant plusieurs années les culottes menstruelles. Je suis allé chercher un sous-segment qui a une grosse croissance. Et après, comment j'étends le truc. Et donc en fait, c'est un peu ça que nous on aime bien aller chercher. Quels sont les segments différenciants Sous-exploité, ouais. qui sont sous-exploités, sur lesquels on peut se différencier très facilement. En tout cas, peut-être pas facilement, mais beaucoup plus facilement et rapidement. Ça, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui est récurrent dans le temps, que si tu veux développer une marque direct to consumer qui marche, c'est que tu dois adresser une niche. Ça change pas. Donc toi, tu vas pas dire maintenant, si vous voulez créer une marque direct to consumer qui va se développer vite, tu dois directement commencer avec une gamme de produits très élargie qui va toucher plein de monde. Non. Alors, pas très élargi, mais par contre, qui a une capacité à s'élargir très vite. Et ce n'est pas la même Ok, chose. ouais. Tu vois, ce Mm. n'est vraiment pas la même chose parce qu'en fait tu vois, une marque qui est trop large, en fait t'arrives pas à faire la différence. Ça marche pas. Tu vois, vraiment ça marche pas. Par contre en fait il faut avoir une singularité, et ça pour le coup ça marche bien, et il faut garder ça. Par contre il faut avoir une marque qui a très rapidement une capacité à étendre sa gamme. C'est super important. Tu as l'obligation d'étendre ta gamme, sinon ça marche pas. Comment tu fais à savoir ça un peu à l'avance ou à le vérifier, ou est-ce que tu dois faire des analyses concurrentielles? Est-ce que tu dois... Comment tu as des idées là-dessus? En fait, il faut regarder. En fait, c'est ça. Beaucoup de fondateurs, et je le comprends tout à fait, se lancent avec une passion. C'est-à-dire, ah, j'aime ce produit, j'aime ce segment, ça me Ça marche pour passionne, moi. je vais Mm. creuser, donc je commence par ça. Mais en fait, il faut, dès le départ, en tout cas, moi, c'est le conseil que je donne, c'est se projeter à 3-5 ans, pas à 10-15 ans, mais à 3-5 ans. Ok, mais mon secteur, il va aller où? Quels sont les triggers de croissance de ce secteur? Quelles sont les gammes qui vont être différenciantes, mais quelles sont les gammes que je vais devoir lancer après et qui vont pouvoir me permettre de développer? Ça paraît tout bête, mais en fait, c'est quand tu les mets de manière factuelle. Factuellement, pour que ton business se développe en e-commerce, il faut pouvoir augmenter ton panier moyen, il faut pouvoir augmenter ton repeat. Tu ne le fais Ouais, qu'avec du collectionning et avec des nouveaux produits et plus de gamme. c'est vrai. C'est pas très C'est compliqué. pas sorcier. C'est pas sorcier. T'es en pharmacie, si t'as qu'un produit plutôt qu'avoir 10 produits et donc une étagère entière, a priori, t'es plus vu, t'es plus vendu. En fait, tu vois, c'est méga basique à C'est chaque fois. logique. En fait, C'est basique à et donc, en comprendre. fait, Mais après, il faut le on faire. revient, après, il faut le faire, il faut le penser. Mais c'est pour ça qu'à la fin, un bon dirigeant de marque émergente, c'est un bon commerçant. Pas D'accord. plus que ça. Et ouais, il pense à l'avance à ce qu'il va vendre, en gros, C'est pas concrètement. forcément un meilleur marketeur, c'est un mec qui achète bien, qui market bien et qui revend bien. C'est déjà, tu sais faire ça, ça paraît méga basique, mais en fait, c'est ça. Tu vois, et ceux qui réussissent le plus, les Secrets Loli, Kabaya, Easy Peasy, Jimmy Fairley, et je pourrais t'en citer plein d'autres, mais ils ont tout ça. Ils savent bien acheter, donc ils marchent bien. Ouais. Ils savent bien vendre à un bon prix, bien distribué, où est-ce qu'il faut, quand il faut, comme il faut. Ouais. Et ils savent bien créer une belle histoire et marketer le truc. Et donc en fait, c'est comme un commerçant, il a une belle boutique, donc il a une belle devanture, t'as envie d'y rentrer, il est super sympa à l'intérieur, il te raconte une super storytelling, c'est génial. Il a le bon prix du bon produit, t'as envie d'acheter, et en plus, coup de bol, il a bien acheté, donc il a bien margé. En fait, Oui, c'est c'est ça. pas plus- Et j'allais dire, tous les 2-3 mois, il sort quelque chose de nouveau. il met des nouvelles collections, il sort des nouveaux produits, en fait, c'est ça. Et attention, ça peut paraître méga basique quand je le dis comme ça, mais j'ai la conviction profonde que c'est l'une des plus grosses différences en fait à avoir, c'est avoir cet esprit commerçant. Parce qu'à la fin Ok. de fin, Ok. être dirigeant d'une marque émergente, c'est distribuer des produits. Ok.
Bien compris. Donc toi, si je comprends bien, ces prochaines années, tu vois la tendance de s'implanter aussi dans le retail et s'accélérer pour les marques émergentes. Ah, mais c'est pas même les prochaines années, c'est une obligation en fait. C'est une obligation, ok. Et celles qui ne Et, sont pas encore faites sont à mon avis en difficulté et surtout doivent le faire. et tu parlais de ratio tout à l'heure. Toi, tu as l'impression tu avais l'air de dire que c'est entre 30 et 50% du chiffre d'affaires qui provient du retail pour ces marques-là quand elles ont une bonne croissance et qu'elles font une certaine taille. Bah, en fait, ça va dépendre, mais tu vois, ça peut être très variable, mais généralement, la partie retail au sens large, donc boutique en propre, wholesale and co, mais représente pas loin de 50% de leur chiffre d'affaires. En fait, à la fin, l'e-commerce revient sur un plus fort que les acteurs traditionnels, donc tu as 40-50%. Mais le retail prend le pas. Le retail prend le pas. D'accord. Ok, bien En fait, il compris. faut garder un chiffre qui est super important. Les achats e-commerce ne représentent que 18 à 20% des achats totaux. Une fois que tu as ça en tête, Oui, j'avais déjà lu ça. Qu'au total, l'e-commerce, c'est plus ou moins entre 15 et 20%. J'avais lu aussi un et truc comme ça. le Covid a permis de gagner 2-3 ans. Mais en fait, une fois que tu sais ça, ben, tu sais que 80% de tes clients sont dehors. C'est clair. Mais c'est tout, merci, au revoir. Enfin, y a besoin de. Ça sert Ouais, à rien de dire autre chose en fait. mais comme tu sais, au début, quand tu démarres, lancer des boutiques, c'est un peu compliqué. Se faire aller directement perdre ta marche chez un grand distributeur, ça fait un peu mal. Donc du coup, pour une marque qui se lance, tu lui conseilles quand même directement de se lancer dans le retail ou d'abord de tester son modèle en ligne et ensuite de faire du retail. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir en fait. En ligne d'abord et puis retail, hein. Ah, C'est ça que. ah, Ok, tout à fait. ok, top, compris. Euh, Bah, je pense que là, j'avais une question sur le fait de vraiment dépendre de Facebook et Google Ads pour développer une marque e-commerce, enfin une marque émergente d'NVB. Ça, on le conseille plus du tout et je pense que c'est un peu utopique de croire qu'on peut encore réussir à développer une marque juste en ayant une grande part de son temps et son budget alloué dans Facebook et Instagram et Alors, Google. tu vois, je dirais pas ça. Je dirais juste que ça reste un accélérateur énorme. On ne peut pas l'enlever de l'équation. Par contre, il ne faut pas penser que c'est la seule équation possible, le seul chemin possible. Il faut dès le départ se dire que il y en a d'autres. Mais tu vois, mais nous, on connaît plein de marques qui performent, mais ça paraît tout bête, mais elles performent avec de l'affiliation. Et la plupart des marques émergentes, tu dis affiliation, tu dis c'est quoi affiliation? Je connais pas. C'est que les trucs des codes promo moches? Bah non, c'est pas ça. L'affiliation, c'est 25% de l'e-commerce, donc a priori, il faudrait peut-être s'en occuper. Et donc en fait, c'est juste ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la facilité d'accès est au social ads qu'en fait il faut faire que ça. Et surtout, moi je reste convaincu que c'est pas si facile que ça. Enfin, je veux dire, c'est moins geek qu'avant. Par contre, la façon de structurer tes campagnes, la façon de structurer ton compte, la façon de changer tes contenus est totalement est super Ouais, importante. Et pareil, quand moi je vois, tu vois, c'est marrant, parfois je travaille avec des marques traditionnelles ou des groupes ou des corporates, et je leur dis, ils me disent, ah, on a fait un super shooting, on a fait notre campagne et tout. Je fais, ok, est-ce que vous avez suffisamment de contenu pour changer tous les 2-3 jours sur vos social ads? Il me dit, c'est-à-dire, ben, on fait les mêmes contenus pendant 6 mois. Ah, ouais, en fait, arrêtez parce qu'au bout d'une semaine, votre perf elle va être pourrie, donc c'est fini, en fait, passe à autre chose. c'est clair, Et, peut-être pas et une donc, semaine, en mais fait, c'est vrai qu'en effet, faut le prévoir et ça coûte de l'argent et ça devient ça plus coûte compliqué beaucoup qu'avant. d'argent. Tu vois, nous, on a tendance à dire, d'ailleurs, je te l'ai pas dit tout à l'heure, on a tendance à dire que dans les budgets, on dit qu'entre 4 et 6% du chiffre d'affaires doit passer à la création de contenu. Oh, trop intéressant, ouais, merci de l'information. Donc ça, c'est quelque chose que tu rajoutes en plus dans l'équation économique. Ouais, Ok, ouais. Et de dire, en fait, et ça, on le met pour le coup dans le coût d'acquisition, parce qu'en fait, on part du principe qu'il n'y a pas de contenu, d'accord. il n'y a pas d'acquisition possible. Et donc, du coup, on le met dans cette marge contributive 2. Effectivement, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Et ça Pas de dépend des souci. marques, de la complexité, du nombre de produits, blablabla. Mais globalement, c'est entre 4 et 6% du chiffre d'affaires qui est ton contenu. Ça veut dire quoi? Et c'est pas 4 à 6% une fois par an. C'est 4 à 6% tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, tu dois shooter des produits, tu dois Faire mettre des des UGC. produits, tu dois faire des UGC. Enfin, tu dois juste avoir du nouveau contenu constamment. Constamment pour ton site, tes réseaux sociaux et Ouais, surtout tes social ads. Ok. tout à fait. Bah écoute, c'est bien nuancé la réponse que je pense que voilà, il y en a qui vont peut-être nous écouter et dire bah en fait, il a l'air de dire que Facebook Ads et Google Ads c'est devenu compliqué et que ça marche plus. Et non, c'est pas vrai. C'est juste que tu dois plus juste dépendre que de ça et que oui, ça peut être encore des accélérateurs, mais qu'il n'y a pas que ça. Et comme tu dis, tu as l'affiliation, tu as le SEO, tu as le trafic direct, tu as les partenariats. L'influence, on n'a pas trop parlé. Tu vois encore ça comme un bon levier pour Ouais, les clairement. DNVB. Mais en fait, Ouais, c'est toujours un excellent levier qui coûte beaucoup plus cher qu'avant. Mais c'est en fait, une fois plus, l'influence avant, c'est comme le social ads. C'était vu exclusivement comme un critère, comme un canal d'acquisition pas cher. Et là, ouais, quand par hasard ça devient plus cher, ah, c'est plus rentable. Non, non. En fait, l'influence, quand on est une marque omnicanal,
La vérité, c'est qu'en fait, on ne sait pas traquer sa performance au global. Parce qu'un influenceur, c'est comme une campagne Facebook, c'est comme une campagne télé, elle n'a pas qu'un impact sur ton site e-commerce. Bien évidemment, c'est ce que tu traques en premier, mais en fait, elle a un impact dans ton réseau, parce que tu as des distributeurs qui vont t'appeler, parce que tu as des gens qui vont rentrer dans la pharmacie à côté pour acheter ton produit, parce que tu as des gens qui vont, quand ils vont rentrer dans un magasin, ils vont le voir, ils vont l'acheter. Donc, raison de plus pour en fait avoir une stratégie omnicanale, c'est que toutes tes actions digitales vont avoir beaucoup plus d'impact et de rentabilité. Donc, nous, ce Quand qu'on elles sont conseille, ensemble. c'est d'avoir bien évidemment un PNL par circuit distribution. Tu as un PNL Amazon, D2C, e-retail, wholesale, direct en propre, etc. Donc ça complexifie le pilotage, mais c'est comme ça. Et après, tu consolides tout ça. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est une fois que tu as consolidé, si tu te dis, imaginons, moi ça m'est arrivé sur des marques, l'e-commerce, pas rentable parce qu'ils mettaient toute la com, 100% de la com sur l'e-commerce. Alors que non, c'est au global. Et le retail était méga rentable. Et quand tu consolidais les deux, tu disais, mais en fait, au global, on est méga rentable. Après, va savoir qui rapporte quoi à qui. Bref, c'est un sacré nœud de cerveau. Je connais plein de gars qui essaient de le solutionner. Personne n'y arrive vraiment. Personne n'y arrive, ouais. Et donc, en fait, le débat, il est vraiment là-dessus. Il est qu'en fait, tes investissements de social ads, et encore, peut-être, je mettrais le SIE de manière un peu différente, parce que là, tu es vraiment sur une recherche précise, et encore, mais le social ads et l'influence, pour moi, tu es dans une logique de création, bien évidemment, de chiffre d'affaires immédiat, mais aussi notoriété. Tu crées ton écosystème média. Et donc, du coup, si tu n'es présent que sur ton site, ben, il est carrément sacrément restreint. Ok. Et donc toi, justement, quand vous voyez des marques e-commerce qui sont, quand vous les aidez à structurer leur PNL, donc leur compte de résultats, tu leur dis que ce show-là des influences, c'est quelque chose qui doit être vu au global pour tous leurs canaux, donc e-commerce, marketplace et retail. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ok, je comprends. Ok, compris. Bon, on a déjà bien avancé. Tout à l'heure, tu disais que il y avait une baisse des levées de fonds pour les marques émergentes depuis l'année dernière. Est-ce que déjà, pour toi, avec ta connaissance du marché et du business model d'une marque D2C, est-ce qu'il est encore possible de se lancer aujourd'hui en étant 100% autofinancé? Donc un sujet que je voulais aborder avec toi. Écoute, 100% autofinancé, c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on met derrière autofinancé. Tu as des gens qui sont autofinancés en mettant 2000 euros et tu en as qui le sont avec 200 000 euros, tu vois. Donc l'autofinancement a une définition qui peut être très large. Naturellement, on la voit avec rien. C'est-à-dire, tu fais ton Shopify dans ton coin, tu achètes 2000 euros de stock et tu vois ce qui se passe. Ça, très honnêtement, j'y crois de moins en moins. Je pense qu'il faut, nous, ce qu'on estime, c'est qu'il faut quand même, mine de rien, pour amorcer la pompe, 150, 250 000 euros, quoi. Ok, d'accord. Là, au moins, t'es clair là-dessus. C'est que pour amorcer le truc. Pour faire ton stock, pour faire ton Shopify, pour faire tes contenus. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est tellement devenu concurrentiel que sortir une marque avec des contenus vraiment fait maison, un site trop fait maison, et on ne dit pas de faire un site à 100 000 balles, c'est pas ça le débat. C'est un minimum quali et professionnel, avoir un minimum de stock pour être en omnicanal, pour être sur ton site, etc. Mais en fait, c'est 150 250 000 balles. Et c'est pas rien, ça. Et ça, cet argent-là, généralement, c'est des fonds qui le donnent. Ou alors tu peux le faire en propre. Mais ces montants-là, c'est pas des fonds d'investissement, ça va être ce qu'on appelle soit du love money, donc des proches qui mettent un peu d'argent, soit des business angels, tu vois, mais ou après des aides publiques. Tu as plein d'aides régionales qui sont en capacité de le faire. Mais globalement, oui, c'est ça en fait qu'il faut aller chercher. Mais c'est peut-être pas un besoin que tu as dès le départ, mais en tout cas dans les 6 mois, 8 mois, c'est ce dont tu vas avoir besoin. C'est ce dont tu vas avoir besoin, ok, d'accord, compris. Et ensuite, il y avait la question de l'exit. Donc, tu m'en parlais la dernière fois qu'on s'était eu au téléphone. Imagine, tu as créé une marque digitale et tu as envie de la vendre à un grand groupe. Comment tu fais? Alors déjà, le point qu'il faut enlever de la tête de la plupart des gens, c'est que si tu regardes, nous, on l'a sorti en fin d'année dernière. À chaque fois, on sort une fois tous les ans. Quels sont tous les deals qu'il y a eu sur des boîtes B2C avec des corporates. Et en fait, ce dont tu t'aperçois, c'est que tu as extrêmement peu de deals qui sont entre un corporate, un grand groupe, type L'Oréal, Danone & Co, avec en fait des marques émergentes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces grands groupes ont une visibilité internationale, ont un point international, et que globalement, passer beaucoup de temps sur une marque qui fait quelques millions et qui ne va pas leur changer leur PNL, et qui n'a pas prouvé qu'elle pouvait se développer à l'international, ne les intéresse pas. Donc en fait, ce qu'ils font, ces groupes, c'est que la plupart du temps, ils investissent dans des fonds d'investissement qui vont investir dans ces marques-là pour avoir une veille de ce qui se passe. Mais par contre, ils investissent principalement dans des marques soit qui ont un trend exceptionnel, même si elles sont jeunes et il y a un truc vraiment très différent, sinon dans des boîtes plus grosses qui ont déjà prouvé qu'elles savaient à l'international et qu'elles pouvaient se développer. L'exemple, L'Oréal qui rachète Aesop,
Bah, SOP, ça faisait 500 millions d'euros de CA et c'était déjà dans tous les pays. Je dis pas que tous les deals sont comme ça. Mais je dis que globalement, ils vont chercher plutôt des deals de minimum 50, 100 millions. Donc en fait, t'es pas dans la toute petite boîte. Ça, c'est le premier point. Et donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est souvent des deals, et c'est le cas pour les Secrets Loli, pour Easy Peasy, pour Jimmy Fairley, pour Teddy Bear, pour Cézanne. Toutes ces marques-là, finalement, se vendent ou se financent par des fonds de private equity. C'est-à-dire qu'elles sont rentables. Et tu as des fonds qui vont investir de l'argent, mais aussi du cash out, c'est-à-dire qu'ils vont payer les fondateurs ou les investisseurs historiques pour investir dans le fonds. Et pourquoi? Parce que la boîte est rentable et prévoit une croissance rentable future aussi. Et donc, du coup, le premier critère, il n'est pas est-ce que c'est un corporate ou pas, il est est-ce que je suis rentable. Une marque aujourd'hui émergente qui n'est pas rentable ne se vendra pas, sauf se vendre 1 euro, quoi. Enfin, tu vois, c'est normal, ouais. Elle n'est pas rentable. c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on pouvait voir il y a 5, 6, 7, 8 ans, notamment aux US, des marques avec des croissances de fou, pas rentables, rachetées, notamment Walmart est très connu pour avoir fait Bonobos, pour avoir fait Walmart, pour avoir fait Walmart, Bonobos et Dollar Chef Club, pardon. Dollar Chef Club, ouais, très connu. Aujourd'hui, il n'y a personne qui fait ça. Hein. C'est fini. Il faut une marque rentable. Les multiples, ils sont simples, ils sont fois l'EBITDA. Oui, j'allais dire, ouais, c'est toujours des multiples de l'EBITDA, mais est-ce que tu as des idées? Nous, on travaille avec plein de fonds pour analyser stratégiquement et financièrement des sociétés qui, justement, sont dans ces stades. Mais les questions sont quel est le vrai EBITDA et quel multiple on applique dessus. Il n'y a pas la question c'est quoi le chiffre d'affaires. Enfin, oui, il y avait c'est quoi le chiffre d'affaires et c'est quoi le potentiel de croissance. Mais à la fin des fins, la valorisation elle est sur l'EBITDA, elle n'est pas sur autre chose. Ok, compris. Tu vois autre chose à dire sur ce sujet-là, du fait de faire un exit? Comment? Tu vois autre chose à dire sur ce sujet-là du fait de faire un exit? La seule chose vraiment, et que nous on essaie de dire justement dans notre club là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose je pense qu'il faut garder en tête, c'est que soyez rentable, quitte à y aller plus doucement, quitte à prendre plus son temps, mais soyez rentable. En fait, c'est le truc le plus important, mais parmi tout. C'est vraiment la rentabilité. Et donc, du coup, en fait, ne pensez pas à top line, ne pensez pas à croissance à 2000%, pensez vraiment, d'abord et avant tout, à la rentabilité. Et une fois plus, elle est très dure à atteindre avant les 2,5 millions, 3 millions. Donc, j'en suis tout à fait conscient. Mais en tout cas, travaillez pour qu'à 2,5 millions, 3 millions, mais vous n'ayez pas trop de charges fixes pour que la rentabilité puisse être montrée rapidement. Ok, je comprends, c'est très clair. Mais ça, la rentabilité, c'est tout un travail à faire sur tes coûts produits, sur ton prix de vente, sur combien te coûte l'acquisition. Si tu as peut-être des conseils rapides à donner à nouveau sur ce sujet de la rentabilité pour optimiser. Franchement, on a parlé, bien évidemment, il faut la meilleure marge possible et il faut tout renégocier tout le temps, etc. Mais en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est travailler ses coûts fixes. Parce qu'à la fin des fins, là, tu as la marge variable et après, tu as le coût fixe, tu vois. Et en fait, Comme on avait dit, il y a des choses sur lesquelles tu peux pas changer grand-chose. C'est-à-dire ton coût CMS, ton coût de paiement, oui, tu vas pouvoir les négocier, mais entre 1,1 et 1,2, ok, c'est pas là-dessus. Par contre, c'est tes bureaux, c'est le nombre de collaborateurs que tu as, c'est les frais annexes que tu peux avoir. Un shooting, est-ce qu'il me coûte 2000 balles ou est-ce qu'il me coûte 15 000? Enfin, tu vois, aujourd'hui, Cézanne, ils vont faire des shootings à 250 000, 300 000, mais en même temps, ils font 300 millions, donc c'est pas gênant. Donc, tu vois, c'est ça en fait. C'est tous les coûts un peu cachés que tu vois, que tu te dis c'est normal de payer ça. Ben non, il faut ton expert comptable, il faut tout challenger. Et donc du coup, c'est là le vrai sujet. Ce n'est pas de regarder que les coûts variés parce que bien évidemment, tu vois, tu peux jouer avec ça. Mais les 2-3 règles que je donnerai, la première c'est pour gagner de la marge, c'est plus facile d'augmenter les prix que de négocier avec des nouveaux fournisseurs ou chez ses fournisseurs. Et trop souvent on l'oublie. Et le nombre de fois qu'on a augmenté les prix chez des marques avec lesquelles on a travaillé et on n'a vu aucun impact sur la conversion. Okay. Donc en fait, la première chose, c'est travailler son prix. Parce on fixe souvent un prix psychologique. Ah, la concurrence et tout. Ouais, mais bon, si tu marches on pas... le sait tous, c'est une histoire de perception, on dit de storytelling. C'est pour gagner de l'argent, qu'elles s'en fiche que ton prix il est pas bon par définition. Enfin, tu vois, ça s'arrête là en fait. Il n'y a pas d'autre débat. Deuxièmement, travailler très fortement vos fondations, c'est-à-dire c'est game changer d'avoir un taux de conversion qui augmente de 15-20%, un panier moyen qui augmente de 15-20%. Vous faites ça, vous n'avez pas besoin de plus investir et vous faites 2 fois plus de chiffre d'affaires. Donc en fait, t'as dit qu'il augmente de 15-20% chaque année, tu veux dire? En fait, si tu travailles, et peu importe le pourcentage, mais de te dire plutôt qu'augmenter tout le temps l'acquisition, si tu augmentes ta conversion, ton panier moyen et ta rétention, en fait, c'est game changer parce que tu gagnes petit à petit. Surtout, tu renforces tes fondations, c'est-à-dire que plus tu investis, plus tu vas gagner d'argent. Oui, parce que les années passent et en fait, tu as de plus en plus de récurrence, tu as des paniers moyens de plus en plus élevés. Qui fait que chaque client va plus racheter. Enfin, donc ça, vraiment,
une fois de plus, trop de concentration sur le trafic, c'est pas bon. Il faut se concentrer sur vraiment ces fondations, conversion, panier moyen et rétention. Et le dernier point, attention au coût fixe. Parce qu'en fait, Ok. une fois qu'on les a, souvent, en plus, ils sont durs à enlever. Ouais, parce qu'en effet, quand tu as beaucoup de salariés, comme tu Quand t'as disais, un salarié, quand t'as un bail, etc., etc. Ouais. allez, c'était super clair. Tu veux donner un mot de la fin avant de terminer? Écoutez, en tout cas, moi déjà, un grand merci Danilo pour m'avoir accueilli et qu'on ait pu encore discuter de ces belles marques émergentes qu'on adore et de ce beau secteur. Et merci pour votre écoute aussi à vous toutes et tous. C'était un plaisir. Et n'hésitez pas, vous pouvez aller sur digitalnativegroup.com ou sur mon LinkedIn Vincent Redrado pour entrer en contact et ce sera avec plaisir. Super, un grand merci, c'était top. Je suis très content de t'avoir eu à nouveau et vraiment, j'apprécie beaucoup ta transparence sur les chiffres, les coûts, tout ce que tu veux. Toi, au moins, tu vas droit au but et c'est ce que j'aime beaucoup chez toi. En tout cas, moi, j'ai appris plein de trucs, donc c'était top. Merci beaucoup Danilo et à très bientôt. À très bientôt. Salut à tous. Au revoir.